Au tout début des années 1920, la Royal Navy allait se lancer dans une série de projets qui aboutiraient finalement aux cuirassés de la classe N3 et aux croiseurs de bataille de la classe G3. Ceux-ci vous sont peut-être vaguement familiers et peut-être même plus en détail pour certains d'entre vous. Ce qui ressort généralement de ces conceptions, c'est l'épaisseur de leur blindage, leur niveau de protection par rapport aux autres navires conçus à cette époque, combiné à leur armement lourd et, dans le cas des G3, l'ajout d'une vitesse significative. Bien sûr, ce que beaucoup de gens remarquent immédiatement, c'est qu'immédiatement après la toute première paire de conceptions, surnommée croiseurs de bataille de type K et cuirassés de type L. Ils sont ensuite passés à diverses permutations visant à centraliser la batterie principale, les K et les L, ayant adopté une disposition plus conventionnelle dans le but d'économiser du poids et de l'espace, ce qui leur permettait ainsi d'obtenir un blindage maximal, une vitesse maximale et un armement maximal. Dans un ensemble assez compact pour s'intégrer à une partie des infrastructures existantes sans coût excessif. Mais ce qui est un peu moins reconnu, c'est que le schéma de blindage a également beaucoup évolué au cours de cette période, non seulement en termes d'emplacement et d'épaisseur, mais aussi en ce qui concerne son fonctionnement. Récemment, j'ai eu la chance de visiter les archives du National Maritime Museum à Londres, et pendant que je consultais le dossier du navire, qui est essentiellement l'historique de conception des croiseurs de bataille de classe G3, il y a une bonne section au début de ce document qui détaille tous les projets alternatifs qui l'ont précédé. Bien sûr, étant donné qu'il s'agit maintenant des croiseurs de bataille avec les K, juste après avoir dépassé le K3 et en entrant dans la section où ils en parlent. La série I des croiseurs de bataille, qui serait la plus grande des croiseurs de bataille conçus et représentés dans le jeu. World of Warships avec le Saint-Vincent de rang 10, c'est pourquoi j'utiliserai quelques captures d'écran de ce navire durant la vidéo. Parce que, eh bien, c'est un projet qui n'a été envisagé que brièvement avant d'être abandonné, et qui, de toute évidence, n'a donc jamais été construit. Il n'existe pas beaucoup de croquis de ce navire et, évidemment, aucune photo. J'ai remarqué une petite section intéressante de 2 pages qui contenait un petit schéma que j'ai reproduit ici, illustrant le schéma de blindage proposé pour les croiseurs de bataille I3. Maintenant, dans sa disposition générale, il est en fait assez similaire à plusieurs autres schémas de blindage proposés, divers projets que j'ai vaguement appelés la série Alphabet 1920, mais il y a quelques éléments assez intéressants à son sujet. On est passé de la configuration combinant pont protégé et ceinture, typique de la plupart des navires capitaux de la Première Guerre mondiale et de certains cuirassés de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas tout à fait ce à quoi on pourrait s'attendre de la plupart des cuirassés des traités des années 1930 non plus. Il a un blindage incliné, comme les G3 et N3 qui l'ont aussi adopté. Ce n'est donc pas si surprenant que ce design en bénéficie également. Mais vous pouvez le voir, au lieu d'avoir un blindage de pont plat qui rejoint ensuite la ceinture de blindage comme on pourrait le trouver, disons, sur un navire de la classe Iowa, celui-ci a un pont plat. Il possède son blindage incliné, mais les deux sont reliés par un pont légèrement incliné qui coiffe la ceinture principale. C'est un type de disposition de blindage qu'on ne retrouve vraiment nulle part ailleurs dans la conception des navires capitaux. Et lorsque vous regardez juste au-delà du pont et de la ceinture, vous voyez qu'en réalité, il y a encore plus de complexité à cela. Parce que sur le pont supérieur, vous pouvez voir qu'il y a un blindage de 2 pouces sur le pont supérieur, mais il y a aussi une plaque de 2 pouces sur le pont supérieur. Sur le côté et puis devant le blindage de ceinture, il y a une plaque d'une épaisseur de 1 pouce et 3/8. Et ensuite, vous avez ces light tubes placés dans l'espace vide entre ce revêtement extérieur de coque et le blindage de pont incliné. Que se passe-t-il ici? Les light tubes désignent le système de défense contre les torpilles, qui, comme on le voit, a été largement étendu au-dessus de la ligne de flottaison. C'est parce que, à la fin des années 1910, et comme l'illustre le HMS Hood, il y avait une idée dans la Royal Navy selon laquelle, oui, bien sûr, les systèmes de défense contre les torpilles évoluent. L'idée des couches liquides et des couches vides était apparue, mais au lieu d'avoir simplement une couche vide, qui est très efficace pour dissiper l'onde de choc d'une torpille, mais absolument inutile pour arrêter les fragments, et ainsi de suite. La Royal Navy avait eu l'idée de remplir cette zone vide avec ce qui ressemblait essentiellement à une grande série de tubes postaux ou de tubes d'échafaudage bouchés à chaque extrémité.
On pensait que cela offrait plusieurs avantages. Premièrement, toute onde de choc se déplaçant dans cette zone vide maintenant remplie de tubes va quand même se dissiper, car il y a toujours énormément d'air vide. Mais au lieu de passer tout droit, l'onde de choc va devoir déformer et détruire ces tubes, perdant ainsi de l'énergie en les traversant. De plus, tous les fragments provenant de l'ogive ou du bordé extérieur de la coque qui sont projetés par l'explosion devront traverser tous ces tubes. Cela ralentit leur vitesse, ce qui diminue leur énergie. Avec un peu de chance, les tubes les arrêteront. Et cela signifie que lorsque l'eau s'infiltrera après l'impact et qu'il y aura une inondation, tous les tubes partiellement ou totalement intacts qui conservent encore leur étanchéité offriront une flottabilité supplémentaire. Parce qu'ils contiennent de l'air, ils deviendront donc légèrement flottants, contrairement à un espace totalement vide où tout est inondé, ce qui pose alors de sérieux problèmes. La flottabilité des tubes a été prouvée lors du naufrage du Hood, de nombreux tubes ayant flotté. Mais malgré tout, il s'est avéré, après quelques expérimentations, que le système multicouche liquide-vide était légèrement meilleur que d'avoir simplement une série massive de ces tubes scellés. Mais bien sûr, ils ne savaient pas cela au début des années 1920, donc la partie concernant les tubes légers. C'est logique, car c'est entre le blindage extérieur et le revêtement de la coque que l'on attend les défenses contre les torpilles. Pourquoi monte-t-il si haut au-dessus de la ligne de flottaison? À ce niveau, on ne pense pas que des torpilles frappent aussi haut. Et qu'en est-il de ces plaques de coque inhabituellement épaisses? Eh bien, il s'avère que la Royal Navy avait eu l'idée de décapsuler les obus ennemis afin que seul l'obus et non la coiffe perforante frappe le blindage principal. Cela réduirait fortement l'efficacité de cet obus, et ainsi, cela vous permettrait d'obtenir une protection contre des obus de très gros calibre avec un blindage relativement mince comparé à ce que l'on pourrait attendre pour résister à de tels obus lourds. Le blindage horizontal du pont mesure 6 pouces 1 quart d'épaisseur sur une plaque de 3 quarts de pouce. Donc théoriquement, il fait 7 pouces d'épaisseur, même si en réalité il est légèrement plus mince que cela, et la section légèrement inclinée fait 7 pouces et 1 quart d'épaisseur. Elle utilise la même plaque inférieure de 3 quarts de pouce, donc cela fait 8 pouces d'épaisseur. Bien que, encore une fois, pour ce qui est de la pénétration des obus, l'épaisseur effective se situe quelque part entre les deux, entre 8 pouces et 7 pouces 1 quart. Et ensuite, la ceinture de blindage principale fait 12 pouces et elle est inclinée, comme vous pouvez le voir ici, à 25 degrés. C'est 25 degrés par rapport à la verticale ou 65 degrés à l'horizontale, comme le montre le schéma. L'angle descendant de cette plaque supérieure inclinée est maintenant de 8 degrés, comme vous le voyez. Cela soulève plusieurs questions. Premièrement, comment savez-vous que c'est censé être un dispositif de décapsulage? Est-ce que vous inventez ça à partir de vos propres idées ou est-ce que c'est explicitement indiqué? Deuxièmement, cela fonctionne-t-il vraiment si c'est censé être un dispositif de décapsulage? Comparé à quelque chose comme, disons, l'Itorios, que j'ai abordé dans une vidéo séparée, quel impact cela aurait-il sur la flottabilité de la citadelle? Dans ce cas, pourrait-elle encore soutenir le navire si tout le reste est criblé de trous? Il y a toute cette section à tribord dans cette configuration qui sera aussi à bâbord et peut-être inondée par des obus pénétrants, là où peut-être un navire plus conventionnel à flanc plat avec un pont purement horizontal et blindé aurait ce volume protégé. Eh bien, examinons cela d'abord. La Royal Navy a-t-elle explicitement déclaré qu'il s'agissait d'une conception de décoiffage? Eh bien, sur les 2 pages de la couverture du G3 qui traitent réellement de cela, la première chose qu'on y lit, c'est que pour une correspondance complète, voire la page 71 de la couverture du cuirassé, c'est un peu agaçant parce que la couverture du cuirassé, c'est-à-dire la couverture du cuirassé N3, semble actuellement être portée disparue. Nous n'avons que celle du G3 qui couvre parfois certains éléments concernant le cuirassé, mais pas énormément. Sur ces 2 pages, à part ce schéma au crayon dans l'original, on trouve d'abord cette note « Monsieur Williamson, une conception modifiée est en cours avec la protection indiquée ci-dessus. Sans surprise, c'est juste sous le schéma. » Pouvez-vous indiquer la résistance des 3 plaques face à de lourds obus perforants coiffés à courte et longue portée? Pouvez-vous prendre en compte l'effet de la structure préliminaire à travers laquelle l'obus doit passer avant d'atteindre les plaques épaisses? Et au verso se trouve la correspondance de réponse de M. Williamson, et il dit « Monsieur Goodall, qui est le directeur de la construction navale à ce moment-là, dans l'estimation suivante, j'ai supposé que le blindage mince de 2 pouces à l'extérieur du blindage et la plaque d'1 pouce 3/8 plus, les tubes décoiffent l'obus.
Donc oui, cela est spécifiquement pris en compte. Ceci, à mon avis, est le seul avantage possible que vous puissiez en attendre, et il n'est en aucun cas certain que vous en tireriez toujours cet avantage. Je constate que face à l'obus de 15 pouces, en attaquant la plaque latérale avec un angle de chute de 15 degrés le pire des cas, à des vitesses d'environ 1515 pieds par seconde, et en attaquant les deux autres plaques avec un angle de chute de 30 degrés le pire des cas, à une vitesse de 1352 pieds par seconde, vous avez des vitesses limites pour les plaques, donnant une marge de 3 à 5% au-dessus des vitesses d'attaque, c'est-à-dire que toutes les plaques sont équivalentes. Elles pourraient toutes arrêter un obus dans leur cas d'attaque le plus défavorable. Contre l'obus de 16 pouces, on considère que même si les valeurs relatives restent inchangées, il y a probablement une légère insuffisance absolue entre ce que les plaques peuvent faire et ce qu'on attendrait d'elles. Voilà donc la réponse. Oui, celles-ci étaient considérées comme des plaques de décapage, bien que M. Williamson dise qu'il suppose que les structures fonctionneront pour décaper, alors que, du moins dans cette correspondance, il ne semble pas avoir fait beaucoup de calculs pour confirmer ce fait. La majorité de la correspondance, et probablement les résultats des essais, sont dans ce dossier d'archives du navire actuellement introuvable. Cependant, il fait quelques remarques intéressantes. Il note que cela fonctionnera contre des obus de 15 et 16 pouces, bien qu'il soit moins certain pour les obus de 16 pouces, bien qu'il dise aussi qu'il n'est pas entièrement certain que vous bénéficierez du décalotage comme avantage dans tous les cas possibles. Nous pouvons maintenant examiner cela plus en détail. Mais il mentionne aussi deux cas les plus défavorables. Contre la ceinture, un angle de descente de 15 degrés est considéré comme le pire cas. Et vous pourriez vous demander, eh bien, pourquoi est-ce le cas? Eh bien, c'est tout simplement parce que, bien sûr, plus l'angle de descente augmente, plus l'effet de l'inclinaison du blindage devient important. Et bien sûr, la distance que l'obus doit parcourir entre la plaque extérieure et la plaque intérieure augmente elle aussi de plus en plus. Ainsi, l'efficacité du blindage augmente nettement. Mais pourquoi pas quelque chose comme 10 degrés ou 5 degrés? Eh bien, pour un angle de chute aussi faible, la distance de combat serait tellement courte qu'elle serait pratiquement inutilisable. On parle de quelques milliers de yards, peut-être plus, et à cette distance, aucun blindage ne vous protège. Alors, pourquoi dire ce que tout le monde sait déjà? Mais en plus, à des distances extrêmement proches, bien sûr, les chances statistiques de toucher la ceinture deviennent de plus en plus faibles. Vous avez plus de chances de toucher le pont. Donc, un angle de chute de 15 degrés semble avoir été considéré comme la limite intérieure pour une confrontation directe dans ce qui serait considéré comme un engagement à relativement courte portée. Ensuite, il y a l'angle de descente de 30 degrés contre le blindage du pont. Pourquoi cela est-il le cas le plus défavorable? Eh bien, il y a plusieurs facteurs en jeu. Premièrement, avec les obus de l'époque, une fois que vous dépassez un angle de descente d'environ 30 degrés, vous constatez une chute très rapide de la vitesse des obus. Et puisque l'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré, l'énergie d'impact diminue également de façon significative. Bien sûr, plus tard, avec des obus super lourds tombant à des angles extrêmes, les choses changent un peu, mais ça, c'est dans plus de 10 ans. Un autre point à considérer est qu'un angle de descente de 30 degrés correspond à une fourchette située grosso modo entre la fin des 20 000 et le début des 30 milliards. À ce stade, les chances de toucher quelque chose sont très minces. Cela semble donc être une combinaison de plusieurs facteurs. C'est un angle de descente assez élevé, donc cela annule en partie l'épaisseur relative du blindage présenté par le pont, mais il conserve tout de même une vitesse relativement correcte pour causer des dégâts lorsqu'il frappe, et il se situe à la limite extérieure de ce qui pourrait être considéré comme un engagement à longue portée raisonnable. Et en effet, étant donné qu'il parle presque certainement du canon de 15 pouces de 42 calibres avec des obus Green Boy de l'après-Première Guerre mondiale, l'angle de descente de 15 degrés et celui de 30 degrés correspondent à environ 16 milliards et environ 28 milliards, à peu près, selon les calculs exacts que vous utilisez. Donc, avec cela en tête, regardons ces deux portées, 16 000 et 28 milliards, et voyons. Ce schéma de blindage aurait-il réellement fonctionné, compte tenu de ce que nous savons maintenant sur le décapuchonnage et les capacités des obus face aux menaces les plus probables? J'ai donc choisi le pire scénario et supposé que les menaces seraient les suivantes. Soit le canon de 16 pouces calibre 45 que l'on trouve sur la classe Colorado de l'US Navy, soit le canon de 16 pouces calibre 45 ou 16,1 pouces calibre 45 que l'on trouve sur le Nagato japonais et les classes suivantes.
Évidemment, sur les classes américaines suivantes, ils auraient utilisé le canon original de 16 pouces calibre 50. Cependant, pour les besoins des calculs de décapuchonnage, la chose importante est le diamètre de l'obus et cela n'a pas changé. Il mesure toujours 16 pouces. En consultant ce tableau pratique de l'article Decapping Revisited de Nathan Oken sur NAV, l'essentiel à retenir se situe en bas du tableau. Donc, nous cherchons des projectiles de type 1 parce que c'est ce que seraient ces coiffes de projectiles. Et vous pouvez voir qu'un angle d'impact inférieur à 15 degrés, nous avons besoin d'une valeur T sur D, c'est-à-dire une épaisseur sur le diamètre, donc l'épaisseur de la plaque de décapuchonnage par rapport au diamètre de la plaque de décapuchonnage, idéalement de 0,12 ou plus, pour garantir que le capuchon serait retiré. De 0,105 à 0,12, c'est du 50-50. Et ensuite, au-dessus de 15 degrés d'obliquité d'impact, alors on peut dire, d'accord, maintenant on n'a besoin que d'une valeur TD de 0,08. Donc, c'est la première étape. Avons-nous réellement la valeur TD pertinente pour garantir le décapuchonnage d'un obus de 16 pouces? Ensuite, nous pouvons passer à la partie suivante pour savoir si cela signifie réellement quelque chose pour le blindage principal. Comme indiqué dans la correspondance qu'ils examinaient, vous avez la plaque de 138 pouces située près de la ceinture principale, mais ils disent qu'il faut aussi prendre en compte les tubes. Maintenant, pour être relativement juste, je n'ai inclus que l'efficacité du matériau qui compose la première couche de tube, plutôt que toutes les couches de tube. Mais si nous faisons cela, alors nous découvrons que la valeur T sur D de la plaque de 1 pouce et 3/8 plus le premier tube, celui qui est en contact direct avec cette plaque, est d'environ 0,11. C'est ce 11 186, donc 31 et un 8,6. Donc c'est un peu dans la zone intermédiaire où il y a une chance sur deux que ça fonctionne à moins de 15 degrés. Dès que l'angle d'impact dépasse 15 degrés, cela marche à coup sûr. Si vous tenez compte de la paroi extérieure, c'est-à-dire du deuxième tube, cela viendrait à peu près contre le tout premier tube. Ensuite, la valeur augmente réellement jusqu'à un point où nous sommes bien dans notre zone bleue et nous obtenons clairement le décapsulage. Donc, on peut dire que oui, la section de 1,38 pouces avec les tubes fonctionnera. Sans les tubes, cela ne fonctionne qu'au-dessus d'un angle de 15 degrés. Cela sera important plus tard. Et pour le blindage de 2 pouces, celui qui protège le blindage du pont, c'est bon parce que juste le blindage de 2 pouces tout seul donne une valeur de 0,12784, ce qui, à n'importe quel angle, nous donne une valeur bien nette qui se situe largement dans la zone bleue. Mais ensuite, nous arrivons à la deuxième composante de tout cela, qui est la distance de décapsulage. Donc oui, vous avez arraché la coiffe de l'obus entrant, mais y a-t-il assez de distance pour que cette coiffe se détache complètement de l'obus, ou est-ce qu'elle va quand même percuter le blindage à cet endroit et faire la majeure partie de son travail? C'était justement le problème que j'avais signalé comme pouvant survenir avec la classe Littorio. Eh bien, heureusement, comme vous pouvez le voir en haut, nous avons en fait une échelle. C'est un dessin à l'échelle 18 pouces pour un pied, et puisque j'ai évidemment l'original à partir duquel ce croquis a été réalisé, je peux tout mettre à l'échelle. Bien sûr, il n'y a pas de dimension spécifique à part l'épaisseur du blindage, ce qui peut être un peu trompeur ou, plus précisément, sujet à une erreur assez importante. Parce qu'évidemment, à ce genre d'échelle, si vous vous trompez, disons, sur l'épaisseur de 12 pouces de cette ceinture de blindage principale, même la plus petite erreur va se répercuter de façon absolument énorme sur l'ensemble du modèle. Mais heureusement, quelques pages plus loin, on nous indique en fait que le franc-bord au milieu du navire du projet I3, ainsi que des projets K3 et J3 de chaque côté, est de 21 pieds. Nous savons que la distance entre la ligne de flottaison de référence, LWL, et le pont supérieur est de 21 pieds. Nous pouvons donc utiliser cette mesure pour établir l'échelle. Et cela nous révèle que la distance entre le coin supérieur droit tout en haut du blindage incliné, donc le pire des scénarios possibles, et le bord intérieur du blindage de 1,38 pouces sur le côté extérieur, a un angle de descente de 12 degrés qui correspond à peu près à l'angle de descente des canons japonais et américains de 16 pouces à 16 000 yards, cela fait environ 1 mètre. Cela a du sens, sachant que les tubes installés sur le hood et ceux qui auraient été mis ici mesurent un peu moins d'1 pied de large. Donc, vous en avez 3 assez bien empilés les uns à côté des autres dans cette zone. Maintenant, selon l'ensemble de données expérimentales que vous utilisez,
La distance de décapage, c'est-à-dire l'espace entre la plaque de décapage et la plaque principale dont vous avez besoin pour que le capuchon se détache, est comprise entre 1,6 et 3 calibres de diamètre. Donc, dans le cas de nos obus de 16 pouces, cela signifie que l'espace minimum absolu que nous recherchons est un peu plus de 25 pouces et quelques, soit un peu plus de 2 pieds, alors qu'évidemment, nous avons environ 36 pouces tout en haut de la ceinture, ce qui fait environ 2,25 calibres. Donc, c'est bien au-dessus du minimum absolu, mais pas tout à fait au niveau de l'écart de 3 calibres, ce qui représenterait 4 pieds ou 48 pouces qui seraient nécessaires si nous utilisions les valeurs maximales absolument requises. La bonne nouvelle pour le schéma dans son ensemble, c'est qu'à peu près au moment où l'on atteint le niveau de l'armure en descendant, là où se trouve le mot « light », donc juste en haut du L et du I, c'est à peu près là que l'écart atteint environ 4 pieds. Donc, la grande majorité du blindage incliné, à une distance de 16 000 yards contre des obus de 16 pouces à l'époque, dispose soit d'une distance de décoiffage suffisante, soit de plus qu'il n'en faut, même pour l'espace maximum absolument nécessaire. Et comme nous l'avons dit, juste dans cette petite bande supérieure face spécifiquement à des obus de 16 pouces, il y a une petite zone un peu douteuse ou, si on se situe plutôt dans la fourchette basse de la distance de décoiffage nécessaire, comme je l'ai dit, selon certains résultats, ça ira. Et plus vous devenez prudent, plus vous en arrivez à un point où vous vous dites que cela pourrait ne pas forcément fonctionner. L'autre aspect, c'est que, comme les Italiens misaient sur la densité du béton mousse entre la plaque de décoiffage et la plaque de blindage principale pour renforcer la résistance, cela diminuait la distance requise. Bien sûr, dans ce cas, vous avez aussi ces tubes anti-torpilles en acier supplémentaire qui augmentent la résistance que l'obus et, vraisemblablement, son capuchon arraché rencontrent en traversant. Donc, nous avons établi que nous utilisons déjà en quelque sorte l'épaisseur du premier tube pour renforcer la plaque de 1,38 pouces, mais cela nous laisse quand même le deuxième tube, ou du moins la moitié du deuxième tube, et le troisième tube. Donc, étant donné que nous sommes déjà à peu près à mi-chemin entre les distances minimales et maximales nécessaires selon les résultats des tests, c'est limite, mais je pense que ça devrait à peu près fonctionner. Bien sûr, avec le blindage du pont, nous avons une plaque de 2 pouces d'épaisseur, ce qui est excellent parce que cela augmente notre valeur TD à presque 0,13, donc cela nous place de façon constante et confortable dans la zone bleue où nous faisons sauter ces coiffes. Et évidemment, pour la grande majorité des distances impliquées, depuis l'obus traversant cette plaque de 2 pouces jusqu'à toucher n'importe quelle forme de blindage de pont, il y a largement plus de 1,20 mètres, donc ce sera définitivement un obus décoiffé. Et il est intéressant de noter que si vous regardez la zone sur le côté droit, dans ce cas, la zone I, la plus proche de la coque extérieure, où théoriquement vous pourriez avoir une pénétration de la coque qui irait ensuite vers le pont blindage, où cette distance pourrait être d'environ 1,20 m ou légèrement moins. Ensuite, vous avez cette petite plaque horizontale assez intéressante de 8 cm et demi, et aussi une connexion venant de l'arrière, la plaque de 30 cm montant pour la rejoindre. Ce qui offre un peu plus de résistance, ce qui nous ramène clairement à « oui, l'obus va être décapé ». Notre schéma fonctionne contre des obus de 406 mm en les décapant, ce qui renforce le blindage situé derrière. Mais cette efficacité accrue est-elle vraiment nécessaire? Eh bien, à la distance de 16 milliards, si l'on regarde l'épaisseur effective du pont, il semblerait que non, car l'épaisseur effective de la partie légèrement inclinée du pont est un peu supérieure à 23 pouces, et malgré le fait qu'elle soit environ 1 pouce plus fine, la partie horizontale du pont, grâce à l'angle supplémentaire qu'elle offre, équivaut à environ 33 pouces et quelques contre une valeur de pénétration effective de l'obus américain de 16 pouces, comme on le trouve sur les Colorado, de 17,7 pouces. Donc, le pont est parfaitement adéquat, même sans ce blindage de 2 pouces. La ceinture, cependant, même avec cet angle de 25 degrés et une épaisseur de 12 pouces, offre une résistance effective d'environ 15 pouces, ce qui est, bien sûr, environ 2,7 pouces de moins. Donc, sans la plaque de décapage, en supposant que les deux navires soient côte à côte, cette plaque inclinée de 12 pouces serait vulnérable à un obus de 16 pouces à 16 milliards, mais avec une plaque de décapage en place, elle devient protégée, ce qui est évidemment une bonne chose.
Et puis, si on augmente par palier de 2 milliards, on voit évidemment que la pénétration de la ceinture diminue parce que l'obus perd de la vitesse, mais disons qu'à 18 milliards, la pénétration de la ceinture par un obus américain est de 16,5 pouces. L'épaisseur effective de cette ceinture de 12 pouces est de 15,5 pouces, il y a donc près d'un pouce d'écart, mais l'obus américain la traverserait quand même. Ensuite, à 20 milliards, l'épaisseur apparente du blindage principal devient pratiquement 16 pouces et la capacité de pénétration effective de l'obus américain est tombée à 15,4 pouces. Donc, à un certain point, entre 18 000 et 20 milliards, probablement autour de 19 milliards, cette plaque inclinée de 12 pouces devient efficace contre l'obus de 16 pouces. Maintenant, bien sûr, nous ne considérons pas des distances inférieures à 16 milliards, car ce n'est pas ce à quoi pensait la Royal Navy, mais cela semblerait indiquer que la plaque de décapage offre à ce schéma de blindage un peu plus de 3 milliards de protection supplémentaire, probablement un peu plus aussi, comparé au fait d'avoir uniquement la plaque de 12 pouces. Maintenant, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que si l'on va à l'autre extrémité, vers la plage des 28 milliards, et ici, nous allons regarder l'obus américain de 16 pouces, car avec son angle de chute de 286 degrés, il est considérablement plus dangereux que l'angle de chute de 246 degrés de l'obus japonais. Ici, on constate que l'épaisseur effective de la plaque de 12 pouces est montée jusqu'à plus de 20 pouces avec une pénétration horizontale de l'obus américain ramenée à 12,4 pouces. D'accord? Donc on n'a pas vraiment à s'en inquiéter. Mais si l'on considère l'épaisseur horizontale équivalente, à cause de l'augmentation de l'angle de chute, l'épaisseur apparente du blindage principal pour la plaque de pont légèrement inclinée est en fait tombée à un peu moins de 13,5 pouces. C'est toujours 14,6 pour la plaque horizontale. Donc, même si ces deux parties du blindage de pont sont à peu près théoriquement capables de résister au tir à 28 milliards du canon américain de 16 pouces, avec une certaine marge, à peu près comme les résultats l'ont indiqué lors des essais, décapuchonner l'obus et donc réduire considérablement sa capacité de pénétration effective va aider de manière assez significative. Et en effet, si l'on inverse les choses pour parler de la pénétration du pont, la pénétration du pont de l'obus américain entrant nous donne 4,7 pouces contre un blindage de pont horizontal, ce qui, comme vous pouvez le voir, est quelque peu inférieur à l'épaisseur du blindage présent sur ce schéma de blindage. Et il est intéressant de noter que si l'on avance dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en supposant que ce navire ait été construit et ait vu l'action à ce moment-là, il est assez intéressant de constater que l'épaisseur apparente par défaut du blindage du pont ne serait pas suffisante pour arrêter un obus de 406 mm calibre 45 provenant d'un South Dakota ou un obus de 406 mm calibre 50 provenant d'un Iowa. Du moins avec leurs obus les plus récents, mais avec l'ajout de la plaque de décapage, cela devient tout juste suffisant. Très bien, nous avons donc établi que le schéma fonctionnerait comme prévu contre les pires obus de la période pour laquelle il a été conçu et qu'il conserverait même son efficacité face à de nombreux obus de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a un point tout en haut du blindage de ceinture où les choses peuvent être un peu incertaines. Cela dépend de l'espace que vous pensez nécessaire pour le décalotage derrière la plaque de décalotage et, bien sûr, des capacités de pénétration absolue de certains obus plus récents. Petit problème, mais de manière générale, je pense que nous avons prouvé que les conclusions auxquelles M. Williamson est arrivé sont globalement correctes, ça va fonctionner. La question est de savoir si cela fonctionnera efficacement. Lors de la conception du G3, bien qu'ils aient conservé le blindage de ceinture inclinée, ils sont passés à un blindage plus épais au-dessus des soutes à munitions, abandonnant l'idée complexe des différentes plaques de décalotage. Alors pourquoi y a-t-il une pénalité de poids? Entre les conceptions I3 et G3, le G3 est un peu plus petit, tandis que le I3 a des canons de 18 pouces, avec l'idée qu'il pourrait un jour affronter des canons plus gros à l'avenir, bien que les essais évidemment réalisés à l'époque n'aient été faits qu'avec des obus de 15 ou 16 pouces. Et bien sûr, plus l'obus est gros, plus l'effet d'une capacité de décalotage sera important proportionnellement. Mais malgré tout, qu'en serait-il s'ils utilisaient simplement une ceinture de blindage inclinée classique et un pont plat? Eh bien, si nous prenons ceci comme une section transversale d'une profondeur d'un pied, puisque cela est censé se trouver au-dessus des soutes à munitions, et nous supposons que le bordé extérieur de la coque sera réduit à 1 pouce, car c'est l'épaisseur standard du bordé de coque. Nous allons prolonger la ceinture principale jusqu'au niveau du pont, juste en dessous de celui-ci,
Et par conséquent, ce pont blindé de 7 pouces 1 quart sur 3 quarts de pouce, légèrement incliné à 8 degrés, sera réduit à la même épaisseur de 6 pouces 1 quart sur 3 quarts, une épaisseur de 7 pouces qui est présente sur le reste du pont horizontal. Et évidemment, cela va aussi entraîner l'élimination de cette plaque supplémentaire de 3 quarts de pouce qui se trouve tout à fait à l'extrémité droite du pont horizontal. Eh bien, en fait, il s'avère que c'est la disposition la plus efficace, parce qu'en retirant toutes les différentes petites épaisseurs de blindage, on économise 956 livres, soit un peu plus de 42% d'une tonne par pied de navire. Cependant, prolonger la ceinture de 12 pouces jusqu'au point où elle rejoint le pont horizontal nous coûte en fait 1336 livres. Donc en réalité, on paie environ 380 livres supplémentaires par pied de longueur du navire. Dans ce type de blindage, adopter une disposition conventionnelle sans effet de décapage est clairement un point négatif. Donc, il ne nous reste plus de poids supplémentaire pour améliorer l'épaisseur de la ceinture principale, pour essayer de compenser le fait que nous n'avons plus de plaque de décapage. Cela peut sembler étrange, car comme je l'ai dit avec les G3, ils ont fait exactement ce que nous venons de décrire comme exercice théorique. En plus, ils ont augmenté la ceinture blindée inclinée à 14 pouces, donc elle va peser plus par section ou par pied. Alors pourquoi ont-ils fait cela au lieu de ceci? Eh bien, la seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est qu'en partie, comparé à l'I3 évidemment, le G3 était un navire physiquement plus petit. Et en jouant sur les besoins en puissance ainsi qu'en réduisant la taille de la batterie principale, cela signifiait simplement que la zone de la citadelle blindée à couvrir était moindre. Bien que le poids individuel du blindage par pied puisse être plus élevé, vous pouviez l'investir essentiellement dans une simple épaisseur de blindage et ne pas dépasser massivement votre budget de poids. Et calculer la résistance pour un blindage aussi simple serait beaucoup plus facile et bien plus fiable, quel que soit l'angle, comparé à la nature parfois capricieuse des plaques de décapage, surtout si des gens arrivaient avec, disons, des canons de 18 pouces ou plus, auquel cas l'épaisseur des plaques de décapage pourrait ne pas suffire. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que quelque chose a changé. Malheureusement, comme je l'ai dit, la plupart des discussions sur ce schéma de blindage sont dans le dossier N3 qui est actuellement introuvable. Mais cela reste une hypothèse intéressante et un point intéressant à considérer en ce qui concerne ce type de schéma de blindage protecteur. Cela s'est produit bien avant la période de construction des cuirassés du traité. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.